Alors, je disais donc que nous avons abordé donc, je dirais l'analyse donc des marchés financiers africains du point de vue des investisseurs long terme. Et avec ce panel, nous allons aborder la question de comment stimuler les marchés financiers africains en ce qui concerne, bien entendu, donc les obligations en monnaie locale qui font l'objet donc de cette conférence. Alors, nous avons quatre éminents spécialistes. Je me présente d'abord, je suis Gabriel Fall, je suis le président fondateur d'une société de bourse et d'une société de gestion d'actifs qui s'appelle CGF Bourse et CGF Gestion, et ancien président du conseil d'administration de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Et nous avons ici aujourd'hui monsieur Adrien Diouf, qui est directeur général de l'agence UMOA Titres, qui centralise aujourd'hui l'émission des titres des pays, des titres souverains pardon, des pays de la zone UMOA. Nous avons monsieur Amadoussi, qui est un spécialiste donc, des marchés financiers pour le compte du Fonds monétaire international, qui pourra nous parler un peu de la vision un peu macroéconomique de cette problématique de développement des marchés financiers africains. Nous avons à ma gauche monsieur Christian Agossa, qui est directeur général de la caisse de refinancement hypothécaire de l'UMOA, qui est je dirais presque le prototype d'émetteur long terme dans la région, puisqu'il émet des titres jusqu'à 12 ans. Tout à l'heure, M. Ndiaye disait que la moyenne des titres en termes de durée était entre 5 et 7 ans. La caisse de refinancement hypothécaire émet jusqu'à 12 ans, je pense, qui est donc la plus longue maturité qu'il y a au niveau de l'EMOA. Et évidemment, nous avons M. Stéphane Naletambi, qui est responsable donc du développement des marchés financiers au niveau de la Banque africaine de développement. Et nous allons essayer donc de vous entretenir aujourd'hui de cette problématique qui se pose à nous tous, hein, peut-être de manière différente, mais sur comment stimuler le développement donc, des marchés financiers. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer du général vers le particulier. Et donc, je veux demander à M. Amadoussi, en tant que responsable donc, du développement des marchés financiers au niveau du Fonds monétaire international, de nous adresser quelques mots sur la vision qu'a le Fonds monétaire. Et surtout, je voulais insister, on a parlé beaucoup des fonds de pension dans le précédent panel, mais qui, comme vous le savez, se heurtent en zone francophone au concept de la retraite par répartition, hein, qui s'oppose un peu à la retraite par capitalisation. Donc, en tant qu'organisme qui appuie donc les gouvernements africains, je vais lui demander ce qu'il en pense et comment on peut essayer de faire en sorte que nos marchés financiers ne soient pas trop tributaires de moi j'appelle ça cet ancien système par répartition, et surtout comment développer donc la retraite par capitalisation qui, je vous l'assure, est quelque chose de très important dans le développement des marchés. Et en 2008, j'avais été mandaté par le gouvernement du Sénégal pour aller étudier le système kényan
de retraite. Ils ont un système par entreprise, c'est-à-dire pratiquement chaque entreprise ou chaque groupement d'entreprises ont un fonds de retraite. Donc à l'époque, déjà en 2008, il y avait pas loin d'une centaine de fonds de pension privés dans un pays comme le Kenya et qui représentaient, lorsqu'on on mesurait un peu leurs actifs par rapport à la bourse de Nairobi, qui représentait bien au moins 60-70% des activités de la bourse de Nairobi. Mais je vais passer la parole tout de suite donc à M. Si, qui va nous donner son point de vue par rapport au Fonds monétaire international. Merci Gabriel. Bonjour tout le monde. En fait, quand on m'a demandé de réfléchir un peu à la question suivante, comment développer les marchés des obligations en monnaie locale, j'ai pensé un peu au maire qui a parlé tout à l'heure. Je me suis dit, si j'étais conseiller municipal et qu'on me demandait d'aider à créer un marché à Mékhé, disons, qu'est-ce que j'allais faire? C'est pas facile, mais je me suis dit que il faut consulter, il faut dialoguer avec tous les acteurs possibles. Deux, il faut établir des relations de confiance avec ces acteurs-là. Et troisièmement, la partie la plus difficile, c'est comment agir. Et des fois, avoir un champion, ça aide quand il s'agit d'agir. Donc, ça peut être le marabout à côté de Mékhé ou la Banque africaine de développement, par exemple, dans notre cas. Donc, ça, c'était ma réponse courte. Maintenant, la réponse longue, si vous permettez. Pour en revenir un peu, pourquoi d'abord avoir des marchés, des obligations? Donc, on a parlé tout à l'heure de 640 millions d'Africains qui vivaient sans électricité. Donc, il faut des investissements et ces investissements-là, il faut les financer et il faut donc une certaine intermédiation financière. D'habitude, dans notre région, la plupart de l'intermédiation financière se fait par les banques. Mais les banques sont surtout orientées vers le court terme, le moyen terme. Et il y a quand même besoin d'avoir une intermédiation financière à long terme. Et c'est là où le secteur obligataire intervient. Bon, en monnaie locale, pourquoi? Bon, si on ne se finance pas en monnaie locale, cette monnaie locale vient d'où? C'est notre épargne domestique. Donc, si on ne se finance pas par notre épargne domestique, si on se finance en devise étrangère, ça veut dire qu'on fait venir de l'épargne étrangère à nos risques et périls aussi. Ça peut être des opportunités, mais ça crée des défis. Comme par exemple, on est exposé au risque de change. Voilà, donc pour réfléchir un peu, moi je vous propose un cadre d'analyse vraiment très simple, pour ne pas dire simpliste, mais je pense qu'il est utile. Donc c'est juste de penser à l'offre et à la demande des titres. Donc au niveau de l'offre, bien sûr, on a les gouvernements qui ont leurs besoins d'infrastructures, qui doivent financer les infrastructures, mais on a aussi les banques, ces banques qui doivent constituer un capital réglementaire. Et souvent, dépendamment des pays, les obligations peuvent être acceptées comme un certain type de capital. Donc, dans beaucoup de pays, les banques émettent aussi des obligations. On a bien sûr les compagnies, et on a bien sûr on peut penser aussi par secteur, donc ces secteurs comme par exemple le secteur hypothécaire, le logement, où on a besoin de financement à long terme. Donc ça, c'est l'offre. Maintenant, au niveau de la demande, encore, on retrouve les banques qui sont incontournables, qui investissent beaucoup, surtout dans le segment court terme, moyen terme. Mais on a aussi les fonds de pension, les caisses de retraite qui doivent financer la retraite. On a aussi les investisseurs étrangers. Mais on a aussi, mesdames, messieurs, vous-même, avec votre épargne, qui pouvez penser à aussi investir dans les obligations. Et enfin, on a les compagnies d'assurance, mais surtout les compagnies d'assurance vie. Donc pourquoi je reviens à ce cadre très simple? C'est parce que un moyen de voir, pour en revenir à ce que j'avais dit tout à l'heure, un moyen de consulter tous ces acteurs, c'est de voir qui sont ces acteurs et de voir où sont les défis, où sont les goulets d'étranglement. Donc par exemple, au niveau du gouvernement,
Bon, ça, c'est peut-être quelque chose que le FMI répète ad nauseam, mais sans une politique macroéconomique, sans un policy mix qui marche bien, on ne peut pas développer un secteur obligataire. Pourquoi? S'il y a beaucoup d'inflation, les taux d'intérêt sont très élevés, c'est difficile. Hein. On voit des pays, taux d'intérêt à court terme, 25-30%, c'est difficile à court terme, donc c'est difficile d'avoir du long terme. Si le taux de change est très volatile, si on doit déprécier le taux de change tout le temps, ça aussi c'est des problèmes, ça n'attire pas les investisseurs étrangers. Bien sûr, il y a des risques aussi, la soutenabilité de la dette est importante, les crises coûtent très cher à tout le monde et surtout aux citoyens. Un autre acteur qu'il faut aussi bien étudier, c'est le cadre réglementaire, c'est la régulation. Tout à l'heure, M. Ndiaye des assurances, M. Ndiaye Fanaf, je crois qu'on peut l'appeler comme ça, a dit qu'il fallait regarder est-ce qu'il faut avoir une réglementation basée sur les principes ou basée sur les règles. Donc ça a un effet aussi sur le développement du marché. Les fonds de pension et les caisses de retraite. Là, l'objectif, c'est quand même la sécurité des retraités. Mais de l'autre côté, il faut placer le curseur quelque part où ces fonds de pension peuvent aider à développer le marché. Il faut regarder la gouvernance de ces fonds de pension et des caisses de retraite. Il faut même regarder l'investment policy. Par exemple, si l'on dit qu'on doit investir que dans des titres cotés AAA, 3A, bon, on vient de restreindre de beaucoup les investissements de ces fonds de pension. Les compagnies d'assurance vie, hein, mais quelquefois, c'est même un problème de culture. Hein. Si vous avez déjà rencontré un agent d'une compagnie d'assurance vie, c'est très difficile de convaincre un Sénégalais de déposer de l'argent pour sa mort. Il ne veut pas parler de sa mort. Donc ça, c'est déjà un problème. Dans d'autres cultures, c'est plus facile. Hein. En France, par exemple, avec les incitations fiscales, l'assurance vie est très développée, mais c'est l'incitation fiscale. Hein. On peut payer moins d'impôts et on peut faire discrètement certaines choses en mettant son argent dans l'assurance vie. Bon, et après, on retrouve l'infrastructure de marché. On a parlé hier, il y avait des ateliers ici très intéressants sur comment développer le yield curve, comment on travaille avec les SVT, etc. Donc ça, c'était les défis. Maintenant aussi, il y a des opportunités. Hein, mais avant de parler d'opportunités, il faut quand même avoir un soubassement, une fondation très solide. Hein, et ça passe par le marché monétaire, ça passe par le short term of the yield curve. Hein, le 1 à 3 ans, ça doit être bien développé pour pouvoir aller plus loin. Donc là, bon, il y a beaucoup d'idées. On parle des diaspora bonds. On sait que le Sénégal, chaque année, il y a quand même, je crois, plus de 10% du PIB hein, qui revient au Sénégal des transferts des migrants de l'étranger. Pourquoi pas cette épargne-là? C'est quand même assez substantiel. On ne sait pas rien, 11% du PIB ou plus. Hein. C'est la même chose pour le Nigeria. Ça peut aller quelque part. Mais encore, il faut établir des relations de confiance. Il faut sensibiliser ces immigrés-là à l'utilisation des fonds. Peut-être qu'ils sont intéressés par M. Agossa. Tout le monde, tous les immigrés veulent une maison, au moins un terrain. Donc peut-être que c'est quelque chose là. On a au Kenya la technologie, hein, le mobile phone. On peut acheter ses obligations avec son téléphone cellulaire. Bon, il y a le FinTech qui arrive. Quels sont les défis que le FinTech va apporter ici? Il y a la finance islamique. Hein. Je suis sûr que vous connaissez beaucoup de gens qui hésitent. Ah, riba là, des riba là. Bon, mais il y a des produits, finance islamique, hein, mais là encore faudrait-il voir avec les SPV, les Special Purpose Vehicles, comment la fiscalité est gérée. On a parlé de la finance municipale, l'intégration régionale. Mais dans tout ça, il faut un champion. Et en fait, je peux dire, en étant ici depuis 2 jours, que nous sommes en train, tous ici, par votre présence, en train de développer les marchés locaux, l'UMO à titre, la BAD, la Caisse de refinancement hypothécaire. Pour en revenir à ce petit cadre que j'avais, tous les acteurs sont là, nous discutons, nous échangeons, et maintenant il faut passer à l'action. Et c'est là maintenant la partie la plus difficile, mais je vois qu'on est en train de passer à l'action. Voilà, donc en gros. Je vous remercie donc Amadou et je vais sans plus tarder donner la parole
à Adrien Diouf. Adrien Diouf est donc le directeur de l'agence UMOA Titres, qui aujourd'hui pratiquement gère la quasi-totalité des émissions donc, souveraines des pays de l'UMOA. C'est une agence qui est relativement récente, hein, je crois qu'il a commencé ses opérations en 2014, c'est ça? Et donc, avant cela, les États émettaient à travers donc, les sociétés de gestion et d'intermédiation d'un processus qui était assez long d'ailleurs, puisque entre le moment où un État sollicitait un emprunt et la réalisation du dit emprunt, il pouvait se passer 6 mois facilement, avec des demandes d'autorisation au conseil régional, attendre que la note d'information soit rédigée, vérifiée, imprimée, distribuée. Tout ça là, c'était un petit peu fastidieux. Donc je vais lui demander ce que l'intervention donc de son agence a apporté en matière donc d'efficience au niveau donc de l'émission des États. Adrien? Merci Gabi. Quand je vous entends parler, je me dis que faudrait que je vous invite à notre prochain conseil, parce que je pense qu'on pourrait négocier des choses avec le conseil. Non, je dis ça parce que comparativement à la situation que vous avez décrite, aujourd'hui, c'est pas ce que l'on aime faire, mais on a la capacité d'organiser des opérations en maximum une quinzaine de jours. On considère qu'en une quinzaine de jours, on est capable de faire des opérations dans des conditions régulières, on va dire. Cependant, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est un objectif plus de planification, où on s'intègre aujourd'hui dans le long terme, et c'est un peu une des raisons principales qui a poussé à la création de l'agence. Une de nos principales missions, c'est la coordination des interventions des différents États, qui avant intervenaient un peu en désordre. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une programmation annuelle où on essaye d'offrir aux différents investisseurs une visibilité sur l'intervention des différents États. Si vous allez sur le site internet de l'agence, vous allez trouver un calendrier annuel qui vous donne un peu une idée de ce que les États vont faire sur l'année, puis après un calendrier trimestriel qui vous donne exactement à chaque date qui est-ce qui intervient et comment est structurée l'intervention ou l'opération qui va être faite. Bien sûr, le système n'est pas parfait. On est dans un domaine où, entre la planification et la mise en œuvre, il y a tout un monde. Donc, il nous arrive quand même d'avoir des opérations hors calendrier ou de modifier ce qui se passe sur le calendrier. Mais tout ça pour dire qu'on a fait un chemin depuis ce que M. Fall a décrit tout à l'heure. Aujourd'hui, on arrive bon an, mal an à faire à peu près entre 3 000 et 3 500 milliards de levée de fonds, court terme 40% à peu près sur le court terme et 60% sur le long terme, sachant que le court terme pour nous c'est jusqu'à 2 ans par année. C'est un peu ce que nous faisons. Le stock aujourd'hui est à peu près de 6 000 milliards, 8 000 milliards si on prend un peu la globalité en intégrant les opérations par syndication. Néanmoins, on a de gros problèmes par rapport à ce que l'on souhaiterait que le marché soit. Et un des principaux problèmes que nous ayons, c'est la courtesse des maturités qui sont offertes. C'est vrai que ces dernières années, on a fait d'énormes progrès. On est allé jusqu'à du 12 ans. On a même fait une opération sur du 10 ans in fine, mais voilà, c'est pas, les quantités offertes ne sont pas suffisantes aujourd'hui sur les longues maturités. Et il faut savoir que quand on dit du 10 ans, c'est du 10 ans amortissable. Donc en durée réelle ou en duration, on est plus autour du 5 ans en fonction du différé qui est appliqué. Donc c'est un peu une des problématiques que nous ayons. La seconde problématique que nous ayons, c'est celle liée à l'étroitesse de notre base d'investisseurs.
Aujourd'hui, quand on regarde les titres d'État en particulier, 90% sont détenus par les banques commerciales, qui ne sont pas des outils faits à la base pour détenir et porter ce genre d'investissement, mais qui font quand même, et on leur rend hommage par rapport à ça. Donc on vous laisse juste imaginer toute la problématique que ça pose quand on parle aujourd'hui de développer le marché. On a un besoin extrême de diversification de cette base d'investisseurs et d'introduction de nouveaux acteurs. On travaille sur les compagnies d'assurance pour essayer de les attirer, mais c'est pas chose facile pour les questions un peu évoquées tout à l'heure et notamment par Monsieur Sy. On a aussi, juste pour illustrer ce que disait Monsieur Sy, l'inexistence d'un marketplace, d'un endroit où on peut confronter l'offre et la demande. Aujourd'hui, on est un marché OTC, on est sur toute une région, les télécommunications sont ce qu'elles sont. Et quand on veut faire une opération, il faut prendre son téléphone et appeler tous ces potentiels contreparties en espérant trouver une contrepartie qui veuille faire la trade. C'est quelque chose de très lourd, de très difficile. Et donc, vous imaginez bien que ça crée des problèmes en termes de dynamisation du marché secondaire. Donc, c'est là aussi un autre challenge que nous avons et sur lesquels nous travaillons. Je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant et ne pas faire toute une litanie de problèmes. On reviendra peut-être dessus. Très très bien, je pense que ça vous donne une idée un petit peu de comment les choses se passent. Mais bon, moi je serais un peu plus optimiste qu'Adrien. Il y a quand même des structures qui s'organisent pour pouvoir être des investisseurs de long terme de référence. Notamment, on parle d'OPCVM qui s'orientent vers donc des obligations. J'ai vu dans Financial Afrique là, que justement la Banque Atlantique vient de créer un OPCVM obligataire. Donc tout ça, ce sont des instruments qui sont créés. Je pense qu'il y a 5-6 ans, il n'y avait pratiquement pas d'OPCVM dans l'UMOA. Aujourd'hui, il y en a une bonne cinquantaine. Donc petit à petit, vous savez, c'est un peu comme tout. Il faut commencer par les fondations et puis monter, construire. Hein. Rien ne se fait du jour au lendemain. Tout ça, ce sont des constructions qui prennent du temps, qui ont besoin d'un encadrement de régulation appropriée, qui ont besoin de compétences appropriées, etc. Donc, il ne faut pas croire que rien n'est fait. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et je voudrais donc donner la parole maintenant à M. Christian Agossa, qui est un émetteur d'obligations, un émetteur de référence, qui va un petit peu partager avec vous donc son expérience d'émetteur au sein donc, de la zone UMOA. Christian, tu as la parole. Merci beaucoup, Gabriel. Donc effectivement, je vais me placer du point de vue de l'émetteur régulier du marché que je suis, puisque depuis 2012 maintenant, nous sommes sur le marché au moins une fois par an. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la CRH-UMOA, je voudrais juste rappeler que CRH-UMOA, ça veut dire Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UMOA, et que nous avons comme mission d'apporter des ressources longues aux banques pour leur permettre de refinancer, pour refinancer les prêts à l'habitat qu'elles vous font, en espérant que les conditions compétitives qui accompagnent nos ressources sont transmises aux clients que vous êtes. Conditions compétitives, ça veut dire que nous apportons les meilleurs taux pour refinancer ces prêts-là et que nous leur apportons de l'argent également sur de longue durée pour qu'elles puissent à leur tour vous faire des prêts sur des durées longues, puisque quand nous avons commencé à travailler en 2012, le problème des banques, c'était de dire mais nous ne pouvons pas faire des prêts à l'habitat en grande quantité sur les durées appropriées comme vous nous le demandez parce que nous n'avons pas de ressources longues. Donc, notre mission est de mobiliser ces ressources longues-là sur le marché financier
au profit de nos banques actionnaires. Nous avons aujourd'hui 54 banques commerciales actionnaires dans l'UMOA. C'est un peu plus que 50% des banques commerciales actives et c'est environ 70% de la capacité de mise en place de prêts à l'habitat dans l'Union aujourd'hui. Et ces 54 banques commerciales sont quand même soutenues par une institution qui s'appelle la Banque ouest-africaine de développement, notre équivalent de la CEDEAO, qui est la BIDC, Shelter Afrique, qui est l'organe continental promu par la BAD pour s'occuper des questions d'habitat et d'immobilier, et enfin la Société financière internationale qui nous a rejoints l'an dernier. Depuis 2012, nous avons émis, en comptant la dernière émission qui a été close il y a quelques jours, environ 137 milliards de francs CFA, à 10 ans et à 12 ans. La dernière émission était à 12 ans. Pour être spécifique, quand on a commencé en 2012, on réouvrait le marché à 10 ans qui n'avait plus connu d'émissions à 10 ans depuis les premières émissions de la BOAD en 92-93. Donc on a rouvert le marché à 10 ans, on a rouvert le marché à 12 ans aussi, et pour des taux qui varient entre 6,10 pour les premières et 5,95 pour la dernière que nous avons faite. Alors, je veux juste ajouter que par rapport à nos ambitions, parce que quand on dit 137 milliards, qui connaît un peu l'importance des besoins de financement de l'habitat aujourd'hui dans l'Union, on va dire que ce n'est pas terrible. Au Sénégal, le programme, c'est 26 000 logements par an. En Côte d'Ivoire, il y avait un programme ambitieux de 40 000 logements, ou un peu plus même. Au Burkina, c'est 40 000 logements sur le mandat de l'actuel président, donc ça veut dire qu'il reste encore 3 ans, 4 ans. Le gouvernement béninois, c'est 20 000 logements sur les 4 ans qui restent. Et le Togo a lancé également un programme de 20 000 logements. Donc si on compte tout ça, ce n'est pas terrible, 137 milliards. Donc le programme que nous avons, c'est d'émettre pour les 4 années qui viennent, donc en comptant 2017, ça fait 5 ans, environ 480 milliards de francs CFA. Par rapport au marché tel qu'il est aujourd'hui. Franchement, ce n'est pas un marché qui est très accueillant pour une telle projection d'emprunt. Le marché tel qu'il est aujourd'hui, mon collègue Adrien Diouf est, au nom des États, il est le principal émetteur du marché. Il y est à 98% et moi j'ai 2%. Et je crois que depuis quelques années, je suis le seul émetteur non souverain. Il n'y a plus aucun... non, BOAD, ils vont souvent sur le marché monétaire. Les entreprises ont déserté. Voilà. Donc, clairement, on a un problème de fond. C'est bien que les États empruntent sur le marché. C'est bien de les discipliner pour qu'ils aillent sur les durées les plus longues. Nous le souhaitons. Nous ne voulons pas être sur ces maturités-là. Mais c'est bien qu'on ait un marché réellement diversifié pour que des acteurs comme la CRH moi, qui plus est sur ce segment mortgage, qui, dans la plupart des autres des marchés financiers développés, est un segment très important, bien que nous trouvions un tout petit peu notre place. Que lorsque nous émettions, ce ne soit pas si difficile. Placer du papier à 12 ans sur le marché UEMOA reste extrêmement difficile. La dernière opération que nous avons faite, on l'a close, mais franchement, au prix d'une bataille au corps à corps, où on a vu toutes les insuffisances du marché ressortir. Alors, pour aller vraiment au fond des choses, en disant tout de suite, qu'est-ce qu'il faut pour stimuler le marché? Il faut professionnaliser le marché. Il faut professionnaliser. Et ça veut dire quoi? Puisque nous avons entendu à plusieurs reprises parler de l'exemple kényan. Peut-être faut-il faire comme les Kenyans, où on a demandé, si je comprends bien, si ce qui m'a été expliqué est correct,
que les fonds de pension, etc., ne puissent pas gérer les portefeuilles de placement et les portefeuilles d'investissement eux-mêmes, mais qu'ils puissent les donner à des investisseurs dont c'est le métier, à des gens dont c'est le métier, à des sociétés d'investissement. Investir sur des actifs financiers, gérer un portefeuille d'actifs financiers, c'est un métier. Hein? On ne peut pas continuer à dire que le cadre qui a sans doute fait une très bonne carrière pour arriver à la direction financière de la Caisse nationale de sécurité sociale ou d'une compagnie d'assurance peut être promu du jour au lendemain investisseur de plusieurs dizaines de milliards pour la compagnie d'assurance ou pour la Caisse de sécurité sociale, je veux dire, avec professionnalisme. On peut le former aussi, je n'en doute pas. Enfin, ça prend un peu de temps et je crois que ce serait bien que, réforme pour réforme, on en a parlé depuis ce matin, l'une des principales réformes soit celle-là, que les caisses de sécurité, les fonds de pension que nous avons, ou l'équivalent de fonds de pension que nous avons, que les compagnies d'assurance que nous avons, en particulier les compagnies d'assurance vie que nous avons, délèguent à des sociétés de gestion la gestion de leur portefeuille d'investissement. Ça permet, lorsque l'on parle à quelqu'un de duration, que nous comprenions ce que la duration veut dire. Hein? Parce que, bon, investir dans un titre, ce n'est pas que le taux d'intérêt qui est offert. Mais malheureusement, ça se limite à ça. Hein? Je vous donne pardon, je n'essaie pas de casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Ce sont juste les limites de notre marché. Nous avons un marché de buy and hold. Quand on achète, on s'assied dessus. Donc, jusqu'à ce que nous avons besoin d'ouvrir ça. On a parlé d'OPCVM. On a besoin d'en avoir davantage. Et l'un des gros avantages de la proposition que j'ai faite tout à l'heure, que la gestion des portefeuilles d'investissement soit déléguée, c'est que nous pourrions voir apparaître effectivement des mesures de performance dans l'Union. Pourquoi telle société de gestion est meilleure que telle autre? Pourquoi on doit donner l'argent à Pierre plutôt que Jacques? Et je parie que si nous avons 50, 60 sociétés de gestion de portefeuille, monsieur le ministre ne pourra pas, lorsque son emprunt est sur le marché, les appeler tous pour dire « achetez mon papier ». Sinon, la semaine prochaine, vous aurez un contrôle fiscal. Je ne dis pas qu'il dit ça systématiquement, mais chacun se comprend. Et nous aurons réellement un marché. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire encore là-dessus, mais on reviendra plus tard là-dessus. Merci beaucoup. Très bien. En tout cas, on dirait qu'il y en a qui ont une certaine expérience et qui vous la font partager. Enfin, j'aurais voulu, on a beaucoup parlé ce matin du développement des marchés par l'intégration justement des marchés, pouvoir naviguer de tel marché à tel autre marché, investir au Nigeria, investir au Gabon, investir dans d'autres pays pour pouvoir avoir un marché plus large. Bon, il n'y a pas nécessairement besoin d'une intégration. Par exemple, je peux vous dire que entre la bourse de Casablanca, la bourse de Lagos et la bourse d'Abidjan, ils sont en train de réfléchir à un certain nombre de solutions, comme par exemple un courtier qui est agréé sur la bourse de Lagos pourrait intervenir sur la bourse d'Abidjan et vice-versa. Donc il y a plusieurs façons d'intégrer les marchés qui ne sont pas forcément une fusion. Mais depuis ce matin, on parle un petit peu des efforts, notamment de la Banque africaine de développement, pour pouvoir aller plus loin dans l'intégration. Mais moi, il y a une question qui m'a un peu interpellé, c'est la question de je dirais, la signification d'un indice continental que la BAD est en train de développer. Pourquoi ? Comme on l'a dit dans le précédent panel, vous avez des pays qui ont 20% d'inflation, d'autres pays comme les pays de l'UEMOA où il y a 2% d'inflation. Est-ce qu'on peut comparer un indice dans lequel il y a des valeurs aussi divergentes
parce que les fondamentaux économiques et notamment les fondamentaux monétaires sont très différents. Donc c'est la question que je pose à Stéphane, hein, qui connaît bien ce genre de problématique puisqu'il a une vision globale donc, des marchés africains. Stéphane, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Merci Gabriel. Et avant de répondre à cette question, à laquelle je dois réfléchir, je voudrais tout d'abord dire que, en fait, toute cette discussion tourne autour de, pour nous, à la banque, ça tourne autour de, tout d'abord on a les high fives, donc l'énergie, l'agriculture, l'industrialisation, l'amélioration de la qualité de la vie et l'intégration régionale. Et en fait, tout ça, pour nous, est sous-tendu par le fait que le système financier doit jouer son rôle. Et son rôle est à tous les niveaux. Alors nous, au niveau du secteur financier, ce qu'on cherche à faire avant tout, c'est d'être un moteur dans les produits nouveaux. Mais sachant que les produits, d'abord, il faut que l'offre soit réelle, c'est-à-dire qu'on aide, par exemple, on essaie de faire la titrisation en ce moment, on travaille sur la titrisation pour certains utility companies. Et on voit très bien que justement, dans l'accompagnement de l'introduction de ces nouveaux produits, et même avec les ETFs qu'on est en train de regarder, il y a tout un travail de réglementation qui doit être fait avec les autorités. Et ça rejoint beaucoup de ce dont on a parlé ici, c'est-à-dire qu'en fait, il faut justement que tous les acteurs soient dans la discussion, qu'il y a vraiment un problème, on sait bien, dans la zone UEMOA en particulier, et c'est lié à l'histoire, du fait qu'on n'a pas forcément toute la panoplie d'investisseurs qu'on aurait dans un pays anglophone, qui fait que le développement des marchés n'est pas le même. Et bien évidemment, à côté de ça, en corollaire, il faut qu'on ait l'infrastructure financière, les depository systems, les settlements, et puis les acteurs et les métiers adéquats. Mais bien évidemment, on va prendre du temps à tout mettre en place, on le sait. Moi, ce qui me surprend toujours quand je vais dans les pays anglophones, vous avez toujours les pages saumon dans les journaux qui parlent de l'inflation, qui parlent de toutes sortes de choses, de la dette, etc., etc. Et nous, dans les pays francophones, il n'y a jamais. Il n'y a aucune page sur le secteur financier. À une époque, à la BAD, on avait d'ailleurs commencé des cours de journalisme financier. On soutenait ça. On l'a fait pendant 2 ans à l'époque. Bon, je ne sais pas ce que ça a donné, mais en tout cas, je ne les vois pas encore dans les journaux. Donc peut-être qu'on n'a pas été des très bons profs. Mais fondamentalement, c'est un travail de longue haleine. Et pour revenir à votre question, justement, le ETF en particulier, je dirais qu'une partie de la problématique vient du fait qu'on n'a pas cette culture de benchmark et la culture d'indice. Parce que finalement, qu'est-ce qui est proposé dans tous les pays en dehors de notre zone, du moins en dehors de l'Afrique du Sud et peut-être un peu le Kenya, peut-être un peu le Maroc et encore peut-être l'Égypte, vous avez très peu de pays où il y a suffisamment d'offres dans les différents gisements des différentes maturités pour avoir vraiment des indices qui puissent vous permettre ensuite d'avoir des asset managers qui puissent se comparer les uns aux autres. Alors évidemment, tout vient aussi, alors si on réfléchit encore plus loin, on se rend compte que tout est lié à l'informel et le formel. Parce que nos économies sont trop informelles, dans beaucoup de cas. Il n'y a pas du tout de recyclage de l'argent dans le système financier. Les banquiers sont beaucoup trop chers, donc il y a 80% de la population qui n'a même pas envie de mettre son argent dans la banque. Et donc il y a toute cette problématique, ça devient très très compliqué à essayer de trouver une solution immédiate. Nous, ce qu'on cherche à faire avant tout, et comme je dis, je reviens à cette histoire de sensibiliser les gouvernements au fait que le système financier est votre ami, mais que le système financier n'est pas que pour vous, le gouvernement. C'est pour tous, justement. Il faut que les États se rendent compte que le secteur privé doit l'utiliser, mais les banquiers, leur rôle en partie, c'est de les aider, le secteur privé, à utiliser le système financier. Alors moi, si j'étais banquier auparavant, de l'autre côté de la barrière, bien évidemment, les bons risques, je les garde sur mon bilan. Je ne veux pas les partager. Mais il faut qu'on essaye d'inciter, justement, à ce qu'il y ait beaucoup plus, surtout dans cette région-ci, beaucoup plus de partage des bons risques au travers de syndications et au travers justement du marché financier pour pouvoir stimuler justement les OPCVM. Alors peut-être qu'il peut y avoir des incitations fiscales, et c'est une discussion qu'on a avec les États à travers la discussion qu'on fait. En général, c'est la Banque mondiale qui mène ces discussions. Nous, on essaye aussi de s'y mettre. La FMI, bien sûr, est involved parce que tout revient à la Domestic Resource Mobilization. Voilà, donc c'est ce que je dirais pour le moment, mais je n'ai pas répondu à votre question.
Si, bon, ça nous donne une idée. On comprend que c'est une problématique qui n'est pas simple, hein. Sensibiliser le gouvernement je dirais, à réfléchir sur l'utilité d'un marché financier, non pas pour leurs propres besoins uniquement, mais pour les besoins de l'économie et de toutes sortes d'acteurs. Mais avant de revenir vers Adrien, je voudrais d'abord poser une question à Amadouci sur le métier d'asset manager. Ok, je ne sais pas si vous en connaissez beaucoup. Bon, vous êtes plutôt orienté vers les marchés financiers, donc vous en connaissez certainement plus que la moyenne des acteurs économiques de vos pays respectifs. Mais je crois qu'il y a là, en fait, une vraie demande, et je crois qu'un certain nombre, je dirais, de jeunes de la nouvelle génération auraient intérêt à s'orienter vers ce métier de gestionnaire d'actifs. C'est encore, même dans la culture francophone et française, ça reste, je dirais, une orientation assez rare, mais aujourd'hui on le voit bien, que ce soit donc l'assureur qui a parlé, ou que ce soit l'émetteur qui a parlé, ou que ce soit la Banque africaine de développement qui a parlé, on revient vers cette gestion d'actifs. Donc je voulais poser la question à Amadou pour savoir qu'est-ce qui peut être fait pour essayer d'intéresser les jeunes et les pays et donc les acteurs financiers à la gestion d'actifs. D'accord. Merci. Tout d'abord, je dois dire que l'an passé, ou il y a 2 ans, j'ai fait un petit tour de certaines banques, etc. Et j'ai discuté avec des jeunes qui me disaient qu'ils faisaient de l'arbitrage et tout ça. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe. Le marché est dynamique quand même. Mais je veux dire que pour moi, tout est lié. Donc, par exemple, prenons le cas d'un fonds de pension. Déjà, elles ont de l'argent. OK. Maintenant, le problème, c'est que déjà, il faudrait que le système de pension soit soutenable, déjà, à la base. Donc, si le système de pension n'est pas soutenable, il faut le réformer. Bon, déjà, ça veut dire que l'État commence à réfléchir. Est-ce que c'est soutenable? Il faut qu'on le réforme. Si on le réforme, comment on le réforme? Est-ce qu'on va quitter ce système de retraite par répartition pour aller par capitalisation? Admettons que l'État fasse tout ça. Et maintenant, on a un système par capitalisation et l'argent doit être investi. Mais il y a je ne sais pas comment on dit en français, mais de investment policy, de investment guidelines, la politique d'investissement. Les gestionnaires vont être tenus, vont avoir comme contrainte la politique d'investissement. Donc il faut que cette politique d'investissement-là aussi soit bien pensée. Parce que si elle est trop restrictive, si on dit je veux rien que des titres d'État AAA, ou bien en tout cas le top dans l'UEMOA, ça veut dire peut-être tout le monde va investir Sénégal, Côte d'Ivoire, c'est fini. Donc c'est asset manager, bon, c'est pas, hein, on sait où on doit mettre l'argent, c'est Sénégal, Côte d'Ivoire, point final. Mais si le système, la politique d'investissement est bien pensée, en tenant en compte la sécurité des retraités, etc., on a plus de marge de manœuvre. Après, est-ce qu'on outsource? On fait ça à l'interne ou à l'externe? Une fois qu'on fait ça à l'externe, quels sont les benchmarks? Donc là, on revient encore au yield curve. Est-ce qu'il y a un yield curve? S'il n'y a pas de yield curve, c'est quoi le benchmark? Donc peut-être, alors, le patron dira, non, moi je veux 7% ou plus. La liquidité. La dernière fois, j'ai parlé à une caisse de retraite qui m'a dit, oui, monsieur, vous savez, moi je suis tout ce qui se passe dans le marché des obligations, mais j'ai besoin de liquidité. On m'a demandé de payer les pensions plus fréquemment. Donc, mon argent est dans les dépôts à terme des banques. Et à l'époque, on payait une TVA sur ces dépôts à terme. Donc, on avait d'un côté des obligations exonérées d'impôts à des taux très attractifs, mais ce gestionnaire disait, je ne peux pas, parce que
Je dois payer mes pensions. Donc, en fait, tout est lié. Mais pour répondre à votre question, en parallèle, hein, je vois, moi, chaque fois que je viens à Dakar, ce qui me frappe, c'est le nombre de jeunes gens que je vois dans la rue. Donc, on a ce capital humain. Vraiment, la finance, ce n'est pas plus compliqué que les mathématiques. Hein. Moi, je prendrais même ces gens de fac de sciences et de maths et tout ça. Et puis, certains peuvent, en parallèle, faire de l'actuariat, de la finance et tout ça. Et je suis sûr qu'en tout cas, dans notre sous-région, on a ce capital humain qui est formidable. Hein. Ça peut marcher. Donc, on peut créer une école. Après, on se voit. Très bien. Je voudrais, puisqu'on a évoqué cette notion-là à plusieurs fois, je voudrais demander à Adrien, est-ce qu'une agence comme l'agence UMOA Titres a la possibilité d'influencer sur la courbe des taux? C'est quoi la courbe des taux? Ça veut dire que normalement, plus une émission est longue, plus la durée est longue, plus le taux doit être attractif pour inciter les gens à aller vers des durées plus longues. Je poserai la même question à Christian en tant qu'émetteur par la suite. Mais je pose d'abord la question quand même, il a quand même 98% des émissions sur le marché. Je lui poserai la question de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que peut faire l'agence UMOA Titres pour essayer de faire en sorte que l'UMOA ait réellement une courbe des taux? Voilà, vas-y. Alors, ma réponse est oui. On peut faire quelque chose et je vais vous dire ce qu'on fait aujourd'hui parce que c'est un problème qui est réel pour nous et sur lequel on a commencé à travailler très sérieusement. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on s'assure en établissant le programme d'émission avec les États qu'il y a une certaine logique dans les coupons. Ça, c'est une cohérence dans la fixation des coupons. C'est-à-dire qu'on n'ait pas des inversions, entre guillemets, de courbes sur le coupon, déjà à la base. Ça, c'est la première chose que l'on fait. La seconde chose que l'on fait, c'est qu'on essaye de construire, aujourd'hui, on essaye d'émettre des titres benchmark. On identifie des titres qui doivent être des titres de référence et on construit des gisements. Raison pour laquelle, quand on a commencé, une de nos premières actions a été d'éduquer les États, mais aussi l'ensemble du marché, à ce qu'on appelle l'assimilation, c'est-à-dire pouvoir réouvrir un gisement qui existe déjà, pour limiter. On avait une statistique qui était marrante, quand on la raconte, mais dans la réalité qui est dramatique, c'est que, tenez-vous bien, la zone UMOA, si on prend les souverains de la zone UMOA, on avait plus de lignes que les États-Unis, qui émet quand même une dette qui est, je pense, 3000 fois la nôtre. Et nous, on avait trouvé le moyen quand même d'avoir plus de lignes, pour dire qu'on avait des micro-gisements qui ne permettaient pas justement un pricing cohérent. Donc ce travail est un travail qu'on est en train de faire, mais qui prend du temps. Mais parallèlement à ça, je voudrais aussi dire que on a un peu identifié le problème dont Christian parlait tout à l'heure sur la disponibilité d'informations et le comportement des États. Et nous, raison pour laquelle aujourd'hui on privilégie le système par adjudication. Parce que le système par adjudication, vu que les opérations sont bouclées en maximum 2 heures, on n'a pas vraiment le temps de saisir le ministre pour qu'il prenne son téléphone. Donc on évite qu'il y ait une influence là-dessus, et c'est très important qu'il n'y ait pas d'influence et qu'il y ait une fixation libre des taux. Et donc, du coup, les différents investisseurs peuvent proposer leur prix. Mais, c'est là où il y a un mais, ça a un effet contre-productif par rapport au travail précédent de fixation des coupons, c'est qu'on arrive avec des prix sur le marché primaire qui, des fois, ne suivent pas une logique financière, mais une logique opportunistique des investisseurs. Alors, devant ce constat, on a dit on va aujourd'hui contourner ce problème, on va essayer de générer des prix sur le marché secondaire qui sont cohérents. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a rassemblé les SVT
Et on leur a posé le problème et on leur a demandé, de toute façon c'était prévu dans le cadre, dans le cahier des charges des SVT, de nous fournir des cotations sur un certain nombre de titres benchmark qu'on avait là aussi identifiés, qui sont les mêmes. Donc aujourd'hui, on essaye, toutes les semaines, on envoie au SVT la liste des benchmarks et ils doivent donc les pricer. On doit avoir donc un échantillon de prix. On sait, nous, on peut voir de l'autre côté, parce qu'on est en lien avec le dépositaire central, si ces prix correspondent à des prix réels de transaction. Et donc, on génère un modèle qui nous donne une courbe de taux. Mais là encore, problème de culture financière, et c'est là où ça devient totalement un vrai paradoxe, et je rejoins Christian sur la problématique de la formation. Ces mêmes personnes qui devraient être les premiers bénéficiaires de ces courbes de taux, les premiers utilisateurs, sont ceux qui ne voient pas l'utilité de répondre à ce sondage, et on a le problème de la collecte des données. Donc c'est un travail. Hier encore, on en a rassemblé un certain nombre, et on était en train de discuter avec eux pour voir un peu comment on peut améliorer le système pour essayer de collecter. Donc, voilà. Donc un peu, comme on disait tout à l'heure, Monsieur Si, tout ça, ça se tient, c'est relié. Et voilà, donc là où on en est aujourd'hui sur cette question de courbe de taux. On en revient toujours à la même chose, hein, c'est une question de construction. Toute construction a besoin de temps. Nous ne sommes pas en train de nous contenter donc de l'état actuel de développement des marchés financiers. On y travaille quotidiennement. Ça demande quand même beaucoup d'investissements, que ce soit des investissements matériels, des investissements intellectuels. Il y a toute une culture qu'il faut développer. Et peut-être Christian va nous donner son avis sur cette courbe de taux, puisque c'est lui qui émet sur la durée la plus longue. Et savoir si jamais il peut faire en sorte qu'il y ait une vraie courbe de taux. C'est-à-dire que nous, on pense que plus la courbe de taux sera marquée, plus on a de chances d'aller vers des ressources de plus en plus longues. Christian? Merci Gabriel. Effectivement, d'abord nous avons intérêt à avoir une courbe de taux, mais je ne dirais pas que ce sera la même courbe que celle d'Adrien, parce que c'est une courbe mortgage. Donc, et qui plus est, dans mon cas, elle doit tenir compte de la contrainte spécifique que j'ai d'apporter à mes banques une ressource attractive. Je suis du long terme. C'est une problématique que nous n'avons pas encore conceptuellement posée sur la table aujourd'hui avec nos actionnaires et notre conseil, mais par rapport au volume que j'ai annoncé sur les 5 prochaines années, elle devra être traitée. Aussi bien celle-là que la possibilité d'émettre par adjudication, par exemple, pour diminuer les frais, voir quel rôle les SVT peuvent jouer sur le marché des titres CRH chez moi, par exemple, parce que si nous devrions émettre pour 400 milliards sur les 4 prochaines années, ça fait un bon morceau. Et il faut en assurer la liquidité. Donc là, on est ensemble, comme on dit. Justement, puisqu'on parle de liquidité, je voudrais poser la question à Stéphane. Peut-être que ça sera la dernière question avant qu'on puisse prendre vos interventions et vos questions. La liquidité, c'est la capacité de pouvoir revendre les titres un peu le plus facilement possible. Donc j'imagine que sur les différents marchés africains, il y a plusieurs cas de figure qui se présentent. Il y a des pays où les titres s'échangent, je dirais, assez facilement, et des pays comme les nôtres où il n'y a pratiquement pas de marché secondaire. Enfin, le marché existe en tant que tel, mais il n'y a pratiquement pas de transactions puisque les gens gardent les titres jusqu'à terme. Donc je voulais avoir peut-être, je dirais, une petite description de cette diversité-là sur les marchés africains. Stéphane? Justement, je dirais que c'est the crux of the matter, comme on dit en anglais. C'est le point crucial
pour la pérennisation et la professionnalisation et l'intérêt croissant des marchés financiers. En fait, c'est comme le marché secondaire, c'est la même chose que d'avoir un service après-vente pour les voitures. Hein. Quand vous voulez revendre votre voiture, c'est toujours bon de savoir quelle est la valeur de revente quand vous achetez une voiture, se dire quelle est sa valeur dans le futur. Mais bon, donc la liquidité, oui, elle est variée. Alors justement, le ETF que nous mettons en place, un des critères pour faire partie du fonds, c'est justement le critère de la liquidité, qui est crucial, je dirais, justement. Et c'est en fait à travers cela qu'on l'a fait. On fait parfois, d'ailleurs, et Cédric le mène avec son équipe, on a des technical assistance que nous faisons, des assistances techniques que nous faisons pour améliorer la qualité du marché secondaire dans les pays, justement pour qu'il y ait en fait des options de prix. Parce que la question, c'est de ne pas avoir qu'un prix, il faut en avoir minimum 3 pour être admis. Alors, comme Cédric vous a mentionné ce matin, on couvre à peu près, à travers notre fonds, on couvre à peu près 85% du marché obligataire africain, en marché domestique, avec la dette qui a plus d'1 an de maturité, avec 8 pays. Il y a un ou deux gros pays qui manquent, du moins gros pays. Il y a le Maroc qui manque, et un Maurice. Et d'ailleurs, le Cap-Vert aussi est un très gros émetteur en marché domestique. Et le Cap-Vert va être introduit prochainement. Mais pourquoi Maurice et le Maroc ne rentrent pas pour l'instant? Eh bien justement à cause de la liquidité. Parce qu'on exige au minimum 3 sources de prix. Ça veut dire quoi? Ça implique qu'il y a au moins le custodian qui peut donner un prix, il y a aussi au moins 2 brokers, ou en tout cas des gens qui sont suffisamment impliqués dans le marché secondaire de la dette locale pour nous donner des prix pour que nous puissions comparer ces 3 prix. Parce que justement, on ne veut pas que les prix soient parfois un peu déformés par une personne qui a besoin en fin d'année de faire un peu de window dressing ou à un moment X, à un instant T. Et donc, si vous voulez, la liquidité est cruciale et effectivement, le panorama est ce dont je parle. Donc, en fait, les 8 pays qu'on considère qui ont cette transparence suffisante pour permettre d'avoir un marché suffisamment robuste, disons, c'est le Ghana, le Nigeria, le Ghana, Nigeria, Namibie, Botswana, Égypte, Afrique du Sud, Zambie et Namibie. Voilà, j'ai dit les 8. Donc voilà pour l'instant, sachant qu'on espère que le Cap-Vert va rentrer bientôt, et ensuite Maroc et Maurice. Merci. Très très bien. Si vous le voulez bien, je vais demander donc aux organisateurs de bien vouloir faire circuler donc les micro-baladeurs pour que chacun d'entre vous puisse poser les questions qu'il souhaite. Et donc, nous allons essayer d'y répondre le mieux possible. Vous avez une question là sur le deuxième rang à droite. Votre droite, notre gauche. Bonjour à tous, bonjour au panel. J'allais intervenir par rapport à la liquidité du marché. J'ai cru comprendre que les titres publics de l'UMOA ont un peu de difficulté à être inclus dans l'indice à cause du problème de liquidité. En tout cas, de mon côté d'investisseur, société de gestion et d'intermédiation, je pense qu'il y a plutôt un problème de collecte d'informations en fait, parce que je sais que nous faisons des transactions sur le marché secondaire. Généralement, on s'appelle et puis les titres changent de propriétaire en fait au niveau des banques ou parfois au niveau de la même banque, par exemple. Donc, je pense que pour le moment, le problème qu'il y a, c'est plutôt un problème de traçabilité ou d'information par rapport à ces transactions-là. Pourquoi? Parce que bien que généralement la BCAO avec l'agence UMOA nous demande de fournir des informations, on a un canevas qu'on remplit, je crois, trimestriellement par rapport à nos transactions sur le secondaire. Je pense que ce qui se passe, en tout cas par rapport à la manière dont on remplit le canevas, je pense que c'est peut-être ça qui fait que
ces transactions-là n'y figurent pas. Parce que je prends un exemple, par exemple, une société de gestion qui, par exemple, a 3 clients en portefeuille et fait des transactions pour ces 3 clients-là, par exemple. Sur le carnaval qu'on remplit, puisque ces titres-là sont en quelque sorte toujours au nom de la SGI en question, je pense que ça ne figure pas dans les transactions sur le marché secondaire, en fait. Merci. Oui, peut-être répondre rapidement, donner un chiffre. Il y a eu d'énormes progrès sur le marché des titres publics de l'UEMOA. On est passé à un taux qui était inférieur à 0,5 à 3% en l'espace d'une année. C'est très faible, mais il faut quand même reconnaître que ça a été multiplié par 6 en l'espace d'un peu plus d'une année, de 18 mois. Donc c'est très encourageant. C'est vrai ce que dit le monsieur de la SGI Bénin. Partiellement, je suis en accord. Il n'y a pas de problème de collecte de données. Quand la manière dont le custody des titres est organisé aujourd'hui, c'est qu'il y a un main custodian, il y a des sub-custodians. Tant que les transactions sont faites entre les sub-custodians, je ne sais pas, ça devient technique, je ne sais pas si je me fais comprendre. Ouais, le conservateur, voilà. Tant que les sous-conservateurs, donc les intermédiaires agréés, tant que les transactions se font entre eux, c'est capté par le conservateur principal et c'est pris en compte dans les statistiques. Les transactions qui ne sont pas prises en compte dans les statistiques, c'est les transactions entre 2 clients d'un même custodian. Et c'est pour ça qu'il y a un reporting qui est envoyé, une demande de reporting qui est envoyée à l'ensemble des intermédiaires pour que ceux-là fassent du déclaratif à ce moment-là pour qu'on puisse réajuster. Donc voilà, c'est un peu la problématique qui peut se passer. Sinon, il y a une bonne capture de l'information qui donne ce chiffre, passage de 0,5 à 3%. Oui, madame. En tout cas, ce que je peux rajouter à ça, c'est qu'à partir du moment où c'est du déclaratif, rien n'interdit à ce que le régulateur impose à tous les acteurs du marché, y compris provenant d'un même groupe, de faire la déclaration des transactions qu'ils ont faites à l'intérieur de leur groupe. Voilà, merci beaucoup. Je suis étonnée de ne pas entendre parler des caisses de dépôt et consignation. Évidemment, je n'en connais que 2, la caisse du Maroc et la caisse du Sénégal. Mais je sais que la caisse du Sénégal mobilise fortement la monnaie locale et commence à financer des projets étatiques. L'autre question, j'avais participé au lancement de l'AFMI l'année dernière à Abidjan. Lorsque j'avais entendu parler du fonds FODA, au plan macroéconomique, j'avais dit qu'un fonds microéconomique émanant du secteur privé africain pouvait être mis en place. Évidemment, les hommes minimisent les femmes à tel point qu'ils minimisent même nos idées. Parce que j'ai parcouru beaucoup de pays. Je me suis rendu compte qu'il y a des hommes d'affaires qui sont très liquides, notamment au Mali. Au Sénégal, j'ai vu beaucoup d'hommes d'affaires endettés, mais dans d'autres pays, je vois beaucoup d'hommes d'affaires qui sont liquides. J'ai fait la proposition qu'ils ont jugée pertinente, mais ils n'ont pas réagi. Aujourd'hui, nous, les femmes d'affaires africaines, nous avons besoin d'une structure financière qui nous accompagne à mettre au moins en place cette structure et de procéder à l'appel à l'épargne publique. Donc, c'est ça notre préoccupation. J'en parlais tout de suite à M. Méduche. Évidemment, il est parti. Mais je crois que la structure qu'il a mise en place pourrait porter ce projet-là. Ou bien, je vous demande, parmi vous, quelle structure peut porter ce projet qui nous tient tant à cœur. Parce que nous sommes des femmes, mais nous avons un know-how. Donc, on peut bien nous accompagner. Je vous remercie. Ce que je peux vous dire, c'est que, bon, vous savez, le problème des caisses de dépôt et consignation, c'est quelque part, malheureusement,
le bras armé de l'État sur un certain nombre d'investissements qui ne sont pas des investissements très spécifiques au marché financier. Si vous voyez ce que je veux dire, j'imagine que... voilà. Donc, bon, on ne va pas rentrer là-dedans parce qu'on pourra en débattre pendant des heures. Mais bon, on sait tous plus ou moins ce qui se passe. Maintenant, en ce qui concerne les femmes, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a créé cette année le Women Investment Club, qui est un club de femmes, qui est d'ailleurs soutenu par la BAD à travers Emmanuel Diarra, qui aujourd'hui rassemble 70 femmes d'affaires, ce qu'on appelle qui se sont réunies autour du concept du leadership féminin et qui ont déjà développé leur affaire. Et c'est d'autant plus encourageant qu'ils essayent au Maroc de copier ce modèle-là qui a été d'abord développé au Sénégal et qui est en train d'être développé en Côte d'Ivoire et maintenant au Maroc. Donc là aussi, il y a des initiatives qui sont prises, y compris par et pour les femmes. Et donc, il n'y a pas de raison, je vous assure, madame, on n'est pas du tout misogyne, au contraire, hein, et on vous encourage à continuer donc vos efforts, à participer à ce genre de réunions et à prendre des initiatives d'entrepreneuriat féminin, parce que je pense que ça fait partie du développement auquel nous avons tous droit. Oui. En fait, je crois que tout à l'heure, quand on parlait de cette idée de investment club, en fait, même au niveau de l'éducation, dans les universités, les business schools, c'est aussi une excellente idée pour sensibiliser les étudiants et les étudiantes à ces problèmes, à ces problématiques. Mais au niveau du problème genre, il y a aussi un phénomène, on parle d'émissions de blue bond, de green bond en ce moment. Par exemple, les Seychelles, l'État a toute une stratégie pour comment ça s'appelle, gérer le changement climatique et pour maintenant financer les infrastructures. Elle va émettre une obligation rien que pour ça. Donc les fonds seront dédiés. Green bond, même chose pour, par exemple, si on veut par exemple faire du solaire, on va émettre une obligation, mais rien que pour financer ça. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et ça attire aussi un type d'investisseur assez particulier et qui peut aussi... c'est très intéressant, en fait. Peut-être juste vous dire, madame, qu'en tout cas, à l'agence Humoratite, on a 60% de femmes dans le personnel. Très bien, on va prendre encore deux questions, trois questions. Oh là là, je vois. Bon, alors, je pense que le côté droit a été favorisé. Allez-y. Oui. Bonjour. Mon nom, c'est Elaï Sidi Diop. Je suis expert fiscal. Je félicite l'agence Humoratite d'avoir organisé ce panel, donc qui, à mon avis, est une chose extraordinaire. Je voudrais peut-être apporter une petite contribution avant de poser une question. Donc, comme vous le devinez, mon intervention sera axée sur un peu la fiscalité, qui est également un élément important à prendre en compte dans le cadre du développement du marché des titres. Ce que je voudrais dire, c'est je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, qu'en termes de régulation, il ne faut pas quitter les principes. Il faut, et même du point de vue fiscal, rester sur les principes. Notamment, nous savons tous que l'impôt est fortement lié à la capacité contributive de la personne. Et là, je pense que les personnes
les Sénégalais et les Sénégalaises constituent une cible pour mobiliser l'épargne et pour les investir sur les titres. Malheureusement, dans la réglementation dans nos États, on ne tient pas compte toujours de la capacité contributive de ces populations qui sont imposées au même titre que les investisseurs institutionnels. Et dans d'autres pays, on prévoit des CI. C'est-à-dire qu'il faut peut-être investir un montant très élevé pour supporter l'impôt après. Également, on ne tient pas compte de la double imposition, parce que souvent, les produits sont imposés deux fois sur le même produit, et je pense qu'il faudra privilégier ou automatiser la non-double imposition en lieu et place du crédit d'impôt. Voilà. Donc, c'était ça un peu la contribution. Bon, maintenant, pour la question, je pense que le panel, l'État est bien représenté, mais également le privé. Et dans nos États, on constate souvent que les obligations sont exonérées, les titres publics sont exonérés, et pas les émissions par les privés. Est-ce que, du point de vue économique, c'est quelque chose qu'il faut maintenir, ou bien est-ce qu'il faut, dès que l'État se met à émettre au même titre que les privés, est-ce qu'il ne faut pas un traitement égalitaire au point de vue fiscal? Merci. Bon, vous savez, faut être un peu lucide. C'est que l'harmonisation fiscale qui est prévue, si vous voulez, dans tous les textes de l'UEMOA, et notamment pour tout ce qui est relatif au titre, mérite encore, je dirais, des réflexions, des études, des travaux, etc., pour qu'on puisse arriver d'une part à une équité fiscale qui soit intéressante et à une harmonie fiscale qui puisse satisfaire tout le monde. Donc là aussi, le chantier n'est pas encore terminé. Ce sont comment dirais-je, des chantiers sur lesquels il y a encore du travail. Bon, moi, en tant qu'intermédiaire, société de gestion et d'intermédiation, je peux vous dire qu'on le sent passer. Hein, il peut y avoir des différences très importantes entre le revenu des uns et des autres sur les mêmes titres. Donc, c'est vraiment des chantiers sur lesquels nous sommes en train de réfléchir. Mais si vous savez, l'avantage d'être d'une union, c'est que donc l'union fait la force, certes, mais c'est toujours très difficile à bouger 8 ministres des Finances, alors que dans certains pays, il n'y en a qu'un seul à bouger. Et je peux vous dire que bon, ça fait partie aussi donc des travaux sur lesquels nous passons beaucoup de temps. Voilà, je ne veux pas aller trop loin, mais si vous voulez, on pourra en parler hors conférence quand vous voudrez. Je voudrais que d'autres personnes posent 2-3 questions courtes, s'il vous plaît. Hein? Comment? Oui, on va vous donner 2-3 questions courtes, parce qu'on devait s'arrêter à 12h45, il est 12h47. Alors, je me présente, je suis monsieur Omba Atangana, je viens de la BEAC, je suis l'agent de liaison de AFMI pour les 6 pays de la CEMAC. Alors, durant les interventions tout à l'heure, s'agissant de la liquidité du marché secondaire, j'ai pas entendu parler de la question de l'infrastructure de marché. Donc, j'aimerais savoir au niveau du panel, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est l'importance de l'infrastructure de marché au niveau de la liquidité du marché, du marché? Parce que le monsieur l'a soulevé tout à l'heure, au niveau de la CEMAC, nous avons eu la même problématique, à savoir, nous n'arrivions pas à capter toute l'information qui circulait au niveau des opérations au sein de certains teneurs de comptes conservateurs.
Donc, nous avons mis sur pied une infrastructure. En fait, nous sommes en train de mettre sur pied une infrastructure et nous nous rendons bien compte qu'il sera possible de capter de plus en plus d'informations. Et certaines études l'ont montré, l'infrastructure de marché semble avoir un rôle déterminant en ce qui concerne la liquidité du marché secondaire. Donc, je pense que le panel pourrait peut-être nous éclairer là-dessus. Merci. La réponse est oui et non. Oui, parce que si vous voulez, sur les titres qui ont été émis avant 2014, il y avait une unicité, voilà, en termes d'un dépositaire central, mais ce n'est pas pour autant qu'il y avait beaucoup plus de transactions sur le marché secondaire. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, mais bon, il y a certainement un côté, il y a un facteur, c'est un facteur important, mais qui n'est pas forcément, en tout cas de notre expérience, déterminant. Non, on confirme, hein, l'infrastructure, c'est une condition essentielle, mais ce n'est pas suffisant. Voilà. On peut avoir une très belle infrastructure, mais si derrière, il n'y a pas une logique économique qui pousse les gens à faire des transactions, les transactions ne se feront pas. Et ça, c'est la courbe des taux. Oui, dernière, oui. Oui, merci. Moi, c'est Clément Aziankoura, je viens du Trésor public du Bénin. Le panel précédent avait parlé des difficultés liées à la diversification des produits sur les marchés, tant au niveau du Nigeria que du Ghana. Bon, lorsque vous parlez des difficultés au niveau des marchés de l'UEMOA à boucler les maturités de 12 ans et 10 ans, ce qui est réel, et tel que la Caisse de refinancement l'a évoqué, et je voudrais savoir si l'avènement d'une monnaie de la CEDEAO, tel que ça a été agité ces derniers temps-ci, pourrait accélérer les difficultés d'intégration des marchés, et vu que les problèmes de risque de change seraient déjà éliminés, pourrait accélérer l'intégration des marchés pour pallier ces difficultés. Non, je pense que l'intégration monétaire est toujours un facteur, je dirais, qui facilite je dirais l'intégration des marchés. Bon, je dirais, nous, l'avantage qu'on a eu dans l'UEMOA, c'est qu'on a eu une monnaie unique avant d'avoir un marché unique. Donc, c'était beaucoup plus facile que s'il fallait rassembler, intégrer un marché avec des monnaies différentes, des politiques fiscales différentes, des politiques monétaires différentes. Bon, c'est évident que c'est beaucoup plus compliqué à le faire et c'est peut-être pour ça que, je dirais, l'intégration monétaire avec les autres pays de la CEDEAO ne sont pas si faciles que ça. C'est peut-être aussi pour cette raison que d'autres, je dirais, communautés économiques en Afrique, par exemple en Afrique australe ou dans d'autres zones sous-régionales, ont du mal à s'intégrer tout simplement parce que, à la base, qu'on le veuille ou non, une monnaie unique, ça change quand même beaucoup de choses en matière d'intégration économique et monétaire. Voilà, mesdames, messieurs, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez une meilleure compréhension donc, des marchés obligataires, notamment celui de l'UEMOA dont on a beaucoup parlé dans ce deuxième panel, et que, en tout cas, on est à votre disposition pour vous donner tous les compléments d'information dont vous avez besoin. Voilà, mesdames, messieurs, nous vous remercions. Merci. Mr. Nalitambi will present some trophies to some participants, please. Ok, Trésor public et STV invité par le